je m'appelle Bielo Anthony, je suis originaire d'Île-de-France, j'ai 37 ans aujourd'hui. Mon parcours est pas banal. J'ai fait des études de géomètre topographe à la base. C'est là d'ailleurs d'où m'est venue cette idée de roman qui était à la base une petite nouvelle. Voilà, je suis fils de musicien et d'une mère coiffeuse. Donc la musique pour l'esprit artistique et coiffeuse pour l'aspect terre à terre. Alors sur le tome 1, vraiment on pose les bases. On va dire que nous suivons le docteur Greg Belloc qui invente une machine à voyager dans le temps. Nous, ça se situe dans un futur assez proche. Il convie la presse, vraiment il fait un gros événement. L'audience qui est là, qui assiste au départ et au retour, il ne se passe que quelques minutes, sauf que pour le docteur qui revient, pour lui c'est passé 3 ans et demi. Et lorsqu'il revient, ses premiers mots sont « il faut détruire la machine ». Et grâce à son intelligence artificielle qu'il a créée, Genia, vous allez pouvoir revivre ces voyages au travers des journaux de bord. Et vous allez essayer de comprendre, avec le docteur, pourquoi il faut détruire cette machine. L'Alliance des Temps, tome 1, la cité d'Asdebaro. Dans un avenir proche, le docteur Greg Belloc réussit à mettre au point une machine à voyager dans le temps. Pour l'événement, la presse est conviée au premier voyage qu'il effectuera à bord du Nautilus, équipé d'un système d'intelligence artificielle révolutionnaire, Gen IA. Si pour l'auditoire, seulement quelques minutes se seront écoulées entre le départ et le retour du chercheur, pour Greg seront passés 3 ans et demi, au cours desquels il fera la découverte de la cité d'Asdebaro, un monde qui n'est pas le sien. Revenu de son expédition, il surprendra tout le monde à son retour en annonçant « Il faut détruire la machine ». Y parviendra-t-il au regard des enjeux et des nombreux intérêts qu'elle suscite? Le tome 2, donc, que j'ai appelé dossier résultante, on va comprendre et on va un petit peu plus loin dans le raisonnement pourquoi il revient en fait dans cet état, et on va aussi comprendre qu'en fait il n'a pas fait qu'un seul voyage. Ça c'est pour la partie voyage dans le temps, mais la partie présente pour le docteur, il faut qu'il protège les secrets que renferme Genia. Et la question c'est est-ce qu'il va y arriver? L'Alliance des Temps, tome 2, dossier résultante, vous embarque dans une intrigue palpitante où mystère et rivalité se confrontent dans la quête des insaisissables journaux de bord. Tony, confiant dans son avance, voit son plan s'effondrer et découvre qu'il n'est plus seul à traquer le docteur Belloc. Désormais, Jen, Greg, Tony et Raphaël devront user de toutes leurs ressources pour protéger Gen IA afin d'éviter de dévoiler les mystères enfouis du légendaire Nautilus. Leur adversaire, implacable, se rapproche, prêt à tout pour les surpasser. Jusqu'où seront-ils prêts à aller pour percer les secrets que renferment ces témoignages énigmatiques? Oui, à la base je voulais faire 5 tomes parce que c'était 5 histoires très distinctes et qui se suivent les unes les autres pour un but commun. Mais j'ai peut-être une idée et j'ai rajouté un mot, juste un mot dans le tome 2 qui me fait dire qu'il y en aura plutôt 6. 5 ou 6, à voir selon l'inspiration. Oui, alors en fait je les ai voulus très courts et condensés. Il se passe vraiment plein de choses en condensé parce que j'ai eu la chance de grandir dans l'univers de la pop culture, dans l'univers cinéphile, beaucoup. Grâce à mon père qui m'a initié très tôt, et puis après j'ai eu la chance d'évoluer, de grandir avec des trilogies comme Matrix, Seigneur des Anneaux, Pirates des Caraïbes, Star Wars, qui ont contribué où j'ai vraiment fait mon adolescence et mon parcours avec. Et un jour il s'est posé la question de j'ai plus rien à regarder, j'ai tout vu, tout ce que je possédais, je les ai vus, qu'est-ce que j'aimerais regarder? Et c'est là que j'ai écrit mon film, L'Alliance des Temps.
Alors, ce qui m'a inspiré, il faut savoir que la première chose dont je me souviens, le premier film que je me souviens, je devais avoir 5 ou 6 ans, c'est Retour vers le futur, qui m'avait fait regarder mon père. Ça, après, donc, tout l'univers Lucas, Spielberg, donc Retour vers le futur, en parallèle à Indiana Jones, puis après il y a eu Jurassic Park. Donc vraiment l'univers Lucas Spielberg dans lequel j'ai baigné. Et aussi, je suis obligé de le mentionner, 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est un des premiers films, grands films de Stanley Kubrick, où il parle d'intelligence artificielle. Et on est déjà dans les années 60. Donc c'est déjà l'idée d'intelligence artificielle, j'ai déjà grandi avec, il y a de cela déjà bientôt 40 ans. Donc maintenant c'est en train d'exploser, mais ce n'est que la résultante, pour faire écho au tome 2, que de ce qui s'est déjà passé par le passé. Donc c'est vraiment l'univers cinématographique dans lequel j'ai grandi, les films d'aventure, de science-fiction, des thrillers aussi, ça ce sera pour le tome 3, qui m'ont inspiré. C'est vraiment l'univers des films. Dans l'écriture même non. Par contre, dans la création de la pochette du tome 2, oui. Malheureusement, je n'ai pas de talent ou d'aisance particulière pour le dessin ou pour l'infographie. Donc je me suis servi de l'intelligence artificielle pour créer la couverture du tome 2. Parce que je voulais quelque chose de très spécifique et c'était compliqué à imager. Et même avec l'intelligence artificielle, qui est un formidable outil dans ce cas précis, ça a été très long parce que j'étais parti du principe où je voulais une goutte d'eau qui s'enflamme. Bien sûr, goutte d'eau qui a toute son importance dans le roman, mais il a fallu m'y reprendre plusieurs fois jusqu'à ce que j'arrive j'ai utilisé plusieurs intelligences artificielles parce qu'elles n'ont pas toutes le même moteur, elles ne donnent pas toutes la même chose, et jusqu'à ce que j'arrive à ce résultat qui m'a un peu bluffé. Parce que c'était concrètement ce que je voulais. Et ça m'a aussi servi parce que je fais des petites vidéos, j'essaie d'imager, de créer mes propres personnages. Donc pour la création des personnages, pour mettre en forme ma vision, mon imaginaire, j'utilise l'intelligence artificielle, bien sûr, pour rendre hommage à la mienne que j'ai créée dedans. Oui, tout à fait, sur les réseaux, tous mes personnages, quand je fais mes petites bandes annonces, que ce soit Greg, Jen, Raphaël ou Faro, Mokina ou Yemak, pour citer que, c'est créé par intelligence artificielle. C'est un formidable outil. Pas pour l'écriture, parce que ça c'est très personnel, puis chaque personne a son style, sa façon de faire, sa façon de voir les choses, sa façon d'écrire, avec tout ce qui fait de nous des humains. Donc utiliser une intelligence artificielle pour nous remplacer, je suis pas sûr. Dans mon quotidien, non. Ou alors si, je vais appeler mon téléphone pour demander d'enregistrer un rendez-vous, de mettre un réveil. Mais c'est tout. C'est toute l'utilisation que je vais en avoir. Après, pour la création artistique, oui. Mais je ne le demanderai pas à une IA de gérer un aspect de ma vie. Pas besoin encore. Bien sûr, plein d'auteurs. Le premier qui me vient tout de suite en tête, c'est pareil parce que j'ai grandi avec et ça a explosé quand j'étais adolescent, c'est Dan Brown avec Da Vinci Code. J'ai eu la chance de le lire puis de voir le film en plus, réalisé par Ron Howard avec Tom Hanks et Audrey Tautou. Donc tout de suite ça m'a frappé. Et en plus, alors, je sais que je ne vais pas me faire que des amis, mais il est plutôt fidèle au roman, malgré 2-3 petits détails, mais plutôt fidèle au roman. Donc Dan Brown, bien sûr, J.K. Rowling parce que j'ai le même âge que Harry Potter, à 1 an près, donc j'ai été en plein dedans, forcément. Là, bien sûr, comme je disais, mon père m'a fait découvrir Stanley Kubrick et 2001, donc j'ai aussi découvert Carl Sagan, Cosmos, Stephen Hawking, Une brève histoire du temps. Ça, c'est une grosse inspiration pour mes livres et pour mes recherches, pour faire en sorte que ce soit crédible et plausible. D'ailleurs, j'utilise une phrase concrètement tirée de Cosmos de Carl Sagan, où il vulgarise un petit peu Einstein, où je me suis carrément servi de cette phrase pour créer ma machine. Le raisonnement vient de là. Je vous laisserai découvrir, j'en dis pas plus. Qu'est-ce que j'ai dit? Christopher Paolini avec Eragon, pareil. Maintenant on dit que c'est de la lecture connue, c'est populaire, tout ça, mais quand ça venait de sortir, j'ai fait partie de ceux qui l'ont découvert, donc ça n'avait pas cet essor encore. Même Harry Potter, les 2 premiers tomes, quand je les ai lus,
C'était en 99 et 2000, parce que le premier est sorti en 98, je crois. Donc c'était pas aussi connu que maintenant, il n'y a pas eu les 7 films, tout ça. Donc d'autres auteurs, malheureusement, j'en oublie. Après, je suis un grand fan de Hergé, de Tintin, parce que les BD comptent aussi. Pareil, j'ai grandi avec Hergé, j'ai grandi avec Astérix, des vraies BD françaises. Après, j'ai eu mes BD, personnellement, mes mangas, avec DBZ, Naruto, Les Gouttes de Dieu. Parce que je suis dans le vin, donc ça me touche beaucoup aussi, cette histoire. Si Tolkien, bon, on peut pas parler de Tolkien quand même. Tolkien, le Seigneur des Anneaux, Bilbo, on commence toujours par Bilbo parce que c'est plus pour les enfants, c'est plus accessible. Après, il faut quand même être assis et téméraire pour lire le Seigneur des Anneaux. Et si on est un peu fou, on va sur le Silmarillion. Mais oui, Tolkien, il ne faut pas l'oublier. Il y en a plusieurs, et d'ailleurs c'est une phrase que j'utilise, je ne sais pas si elle est bien tournée, mais c'est une phrase qui fait écho en moi. Lorsque j'ai la chance de faire des dédicaces, c'est une phrase que je mets. Les erreurs du passé sont souvent une expérience pour l'avenir. Ça peut être une phrase bateau, mais quand on y réfléchit, pour certaines personnes, ça fait écho. Moi, ça fait écho, parce que je suis à un âge où je commence à pouvoir regarder derrière moi, je commence à pouvoir savoir les erreurs que j'ai faites et à ne pas refaire. Donc c'est dans ce sens-là, il faut toujours se servir du passé pour avancer droit. Il y en a une autre aussi que je vais utiliser cette fois pour le tome 2, que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps. Je ne suis pas sûr de la tournure, mais c'est le passé est révision, le futur est conception, mais le présent est action. Ça reste toujours dans cet esprit, mais toujours passé, présent, futur, il faut faire avec les trois. Alors l'instant présent, ça n'existe pas, mais j'aime bien cette idée. Journal de bord numéro 1. Un bruit de goutte à goutte résonnait au loin. Doucement, Greg ouvrait les yeux. Impossible de dire combien de temps s'était écoulé. Il se releva doucement, la tête encore lourde. Le docteur était par terre dans ce qui pouvait ressembler à une cellule. Le sol était en terre friable et boueux. Des barreaux venaient clôturer la pièce et l'humidité avait fait pousser de la mousse sur les murs qui paraissaient être embêtants. Au loin, on pouvait entendre un bourdonnement. Quelque chose bougea dans le coin de la pièce. Greg, sous la surprise, voulut se mettre debout, mais se rata et trébucha. Il regarda en direction de la pénombre, dans le coin, cligna des yeux comme pour s'habituer à l'obscurité. Au fur et à mesure que ses yeux s'habituaient, il put distinguer ce qui lui fait peur. Il y avait allongé par terre un animal, attaché à une chaîne. Apparemment, il devait dormir car il ne bougeait pas, et Greg ne voulait pas le réveiller, d'autant qu'il avait l'air plutôt imposant. Des bruits de pas se rapprochaient. On pouvait les entendre résonner dans toute la cellule. Le docteur se mit debout immédiatement. Il put voir un homme avancer, vêtu d'une blouse blanche, un sigle que Greg ne connaissait pas sur le torse. Plutôt de petite taille, chauve, le regard brillant et triste, suivi par 2 gardes qui portaient le même insigne sur le torse. Un moment préféré quand je suis au calme, parce que j'ai la chance, incommensurable d'être papa, mais ça ne va pas avec le mot calme. Donc quand j'ai la chance d'être chez moi, pardonnez, seul, au calme, dans mon bureau, tout simplement. C'est impossible comme question. Un seul roman à conseiller. Alors si, dans ce cas-là, il faudrait partir à la base de la littérature de science-fiction. Ce serait Jules Verne, pour pouvoir après découvrir la suite. La base, c'est de la science-fiction moderne, qui date déjà du 19e siècle, c'est Jules Verne. Je suis tellement désolé pour les autres, parce que j'adore Alexandre Dumas, Edmond Rostand, Cyrano, j'en ai parlé. Ouais, j'ai le droit de mettre des égalités. Oui. Oui. Donc Jules Verne, Alexandre Dumas avec Comte de Monte Cristo, Les Trois Mousquetaires. Et qu'est-ce que je dis? Edmond Rostand, pardon, Cyrano de Bergerac, évidemment. Ça c'est obligatoire. Tout humain devrait avoir lu Cyrano de Bergerac avant ses 15 ans. Ou à 15 ans. C'est très bien. Et un film
Oh, je dirais une personne, ce sera Spielberg. Non, mais il y a une question que j'aimerais poser à ceux qui nous écoutent, c'est est-ce que ça vous a plu ?